Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki Vulcan S modèle 2020 bridé à 35 kW. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore le privilège d'avoir un de mes abonnés qui s'est déplacé d'assez loin pour me prêter cette moto. Une moto, vous l'avez compris, qui est toute neuve et pourtant c'est un modèle qui est vendu depuis quand même pas mal d'années maintenant chez Kawasaki. Donc, vous l'avez compris, il s'agit de la Vulcan S et c'est peut-être le dernier custom de chez Kawasaki. Maintenant, les customs japonais se font de plus en plus rares. C'est une moto qui est en vente maintenant depuis au moins 5-6 ans et c'est un custom qui est basé sur une ER6. Ça peut sembler bizarre, mais Kawasaki ont toute une lignée depuis longtemps de machines custom qui sont basées à la base sur des roadsters, voire même sur des sportives. À l'époque, il y avait des Eliminator par exemple, qui avaient des moteurs 4 cylindres en ligne. Cette Vulcan reprend la base technique de l'ER6, donc l'ancien roadster moyenne cylindrée, qui a été remplacé maintenant par la Z650. On a donc ce moteur bicylindre en ligne. Alors le moteur a été quand même modifié pour cette Vulcan, vu que sur une ER6 en version full, ça doit faire entre 70 et 80 chevaux en fonction des années. Là, on est sur un moteur qui développe 61 chevaux et bridé aujourd'hui à 35 kW, soit 47,5 chevaux, pour être compatible avec le permis A2. Cette moto ne reprend pas que le moteur de l'ER6. On voit par exemple, quand on regarde la moto sur le côté, qu'il y a le fameux amortisseur arrière qui est en position latérale. C'était une particularité esthétique de la gamme ER6 et donc on le retrouve sur cette Vulcan. Donc comme je vous l'ai dit, la moto qu'on me prête aujourd'hui, c'est le dernier modèle, le modèle 2020, en finition noir mat. Et bien sûr, comme sur la plupart des customs, cette moto a été un petit peu accessoirisée. C'est que des accessoires qui viennent directement de chez Kawasaki. On a déjà les deux valises latérales qui sont en simili-cuir ou en cuir, j'avoue que j'ai pas bien vu. Vous pouvez entendre également que l'échappement a été remplacé par un modèle de chez Arrow qui est spécialement conçu pour cette Vulcan S. Dernière petite modification, on peut voir qu'il y a un port USB qui a été rajouté afin de donner un peu de courant pour recharger un GPS par exemple. Pour le reste, toute la moto est dans sa configuration d'origine. Quand on monte sur cette Vulcan S, le premier sentiment, c'est le plaisir de pouvoir mettre les deux pieds complètement à plat. La moto est vraiment basse, elle a une position quand on est à l'arrêt qui est très rassurante, elle est plutôt équilibrée et on se fait pas peur avec une moto qui serait vraiment extrêmement lourde comme ça pourrait être le cas sur une Harley Davidson. Là, la machine est donnée pour 229 kg tout plein fait, donc forcément là avec les accessoires on doit être peut-être à 1 ou 2 kg de différence. On retrouve une position totalement typée custom, c'est-à-dire on est avec le dos très droit, j'ai les bras quand même vachement en avant, le guidon a une courbure qui revient vers le pilote mais il est quand même placé assez loin devant moi et j'ai les jambes complètement vers l'avant. Le propriétaire m'expliquait que cette moto est livrée d'origine avec des pièces afin de régler la distance concernant les repose-pieds. Là, je suis sur la position intermédiaire. Donc il me disait que si on voulait, on pouvait le mettre un peu plus loin ou un peu plus près. J'avoue que si ça avait été ne serait-ce qu'un tout petit peu plus près, ça aurait été peut-être plus agréable pour moi. Pour l'instant en ville, la moto se comporte parfaitement bien. Le freinage arrière est suffisant et plutôt bien dosable. Et vous voyez que j'ai pas les jambes non plus complètement tendues, hein. J'ai encore la possibilité d'utiliser efficacement les commandes. Je suis pas du tout dans la même position un peu, on va dire, dangereuse que je pouvais avoir sur la Indian Scout. Les deux rétros sont bien sûr d'origine. Je trouve qu'ils s'harmonisent bien avec le reste de la machine. Ils sont une fois de plus noirs. Ils vibrent un peu par contre, hein. Là vous le voyez, je roule pas très vite, je suis à 50. Et pourtant il y a déjà quelques vibrations qui me font perdre la lisibilité de ce que ça affiche. Mais sinon je vois bien ce qui se passe derrière. Je suis pas trop gêné par mes bras. Vous voyez, je suis à l'arrêt, les deux pieds complètement à plat, les jambes encore fléchies. C'est un bonheur. En plus, la selle est plutôt creusée. Ça nous fait presque un dossier derrière les fesses. Je trouve que la selle est vraiment agréable.
Pour l'instant, en restant à bas régime, j'ai aucune sensation de bridage, hein. J'ai l'impression d'être sur la machine qui se comporte tout à fait normalement. La sonorité est plutôt sympa quand on réaccélère fort. Même à bas régime, c'est un peu rauque. Pour l'instant, je suis vraiment surpris par la facilité de prise en main de cette moto. On n'a pas les sensations, on va dire, un peu inhabituelles qu'on pourrait avoir la plupart du temps quand on est sur une moto custom cruiser. Là, c'est très très facile, hein. Alors forcément, il n'y a aucune protection, donc dès qu'on roule, ne serait-ce qu'à 70, on se prend énormément de vent sur la tête, sur le buste, même les jambes ne sont pas protégées. C'est pas une machine qui a été conçue pour vous protéger du vent. Allez, petit virage à basse vitesse. Ouais, franchement, il n'y a aucune difficulté, hein. Il n'y a pas de flou dans la direction, ça se penche bien. Au niveau de la taille des pneus, à l'avant, c'est un pneu en 18 pouces, c'est 120 de large. Et à l'arrière, c'est du 17 pouces en 160, c'est-à-dire la même taille que ce que vous auriez sur le R6. Nous voilà ici pour faire le test de l'accélération. Donc je rappelle qu'on est sur la version bridée pour le permis A2 à 47,5 chevaux. La moto fait environ 230 kg tout plein fait. Il n'y a pas d'aide électronique. Il y a l'ABS bien sûr, vu que c'est obligatoire. Allez, on est parti. Let's go! Et je ralentis. Frein arrière, ça freine un peu. Frein avant. Oh, le frein avant, il freine hein, forcément, mais la sensibilité n'est pas génialissime. C'est pas non plus aussi flippant que ce qu'on aurait sur les Triumph Street Cup et Street Twin que j'avais testé. On est sur un monodisque à l'avant. Ça freine juste ce qu'il faut. C'est vrai qu'un double disque aurait à mon avis été un peu mieux. On va tenter le demi-tour. Donc je rappelle que j'ai les deux pieds complètement à plat. Je braque à fond. L'angle de braquage n'a pas l'air gigantesque. Pop, 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 pop. Ouais, vous voyez, ça sort un peu de la route. Heureusement, vu que c'est très très bas, on maîtrise la moto sans aucune difficulté. Mais sinon, l'angle de braquage n'a rien d'exceptionnel. On est reparti pour un test d'accélération. Tout à l'heure, je suis arrivé en 3e à 100 km/h, si je me souviens bien. On a pu voir que sur cette moto bridée, au-delà des 7000 tours, on a l'impression qu'il se passe plus grand-chose. Mais c'est pas, comment dire, franc. C'est-à-dire qu'on peut monter dans les tours, la moto continue. On n'a pas une espèce de coupure comme ça peut être sur certaines machines bridées. On reteste ça tout de suite. Allez, let's go! Je ralentis de nouveau. Ouais, ça freine, hein, mais la sensibilité, comme je vous l'ai dit, est vraiment pas terrible. Par contre, ce qui est bien, c'est que sur cette moto, ils ont quand même fait l'effort de mettre des leviers, freins et embrayage qui sont réglables. Ça, faut le souligner. Avec cette machine, je dirais qu'en fait, quand on roule à faible vitesse, on va plutôt freiner de l'arrière, comme sur la plupart des cruisers. Et dans les situations à moins de 30-40 km/h, le frein arrière est vraiment précis, dosable. Et le frein avant, vous le réserverez uniquement quand vous irez un peu plus vite. Et ça ne vous incite pas à faire le con parce qu'il n'a pas une puissance suffisante pour vous arrêter d'un seul coup, comme c'est le cas sur la plupart des machines modernes avec un frein un peu plus haut de gamme. C'est un peu déstabilisant pour moi parce que j'ai pas forcément l'habitude d'avoir les jambes vers l'avant, mais ça se penche plutôt bien, hein. Allez, je réaccélère fort. Ouais, arrivé à 80, il y a vraiment énormément de vent sur mon casque. Ça en devient presque pénible. J'entends presque plus le moteur, j'entends que le vent sur mon casque. Alors parlons un petit peu des Komodo. Globalement, c'est la même chose que sur toutes les motos japonaises depuis au moins une trentaine d'années. On ne sera pas dépaysé. On peut signaler qu'il y a la présence quand même d'un petit bouton pour les feux de détresse, mais sinon tout le reste c'est du classique. Le tableau de bord lui aussi est relativement classique. Ça me fait beaucoup penser à ce que vous aurez sur les anciennes ER6.
Le problème, c'est qu'au niveau du look, bah, ça ressemble pas vraiment à ce que vous auriez l'habitude de voir sur une machine de ce style. Là, ça fait vraiment compteur de roadster qui a été placé là. Sinon, au niveau des infos, on a un gros contour à aiguille, bien lisible. On a en dessous un écran à cristaux liquides qui vous indique l'heure, le rapport engagé, votre vitesse. Vous pouvez avoir la conso moyenne, consommation instantanée. Vous avez bien sûr une jauge de carburant. Vous pouvez afficher combien de kilomètres vous pouvez encore faire avec ce qu'il y a dans le réservoir. Globalement, c'est plutôt complet, hein. Au final, sur ce compteur, le seul truc qu'on peut vraiment reprocher, bah, c'est le style et le fait aussi que les informations ne sont accessibles qu'en appuyant sur les boutons du compteur. Ça vous oblige à lâcher le guidon. Ouais, sur les relances à bas régime, en dessous des 4000 tours, la sonorité est vraiment sympa. Je suis moins convaincu par contre par les relances quand je suis à 6000 par exemple. Je trouve pas ça très mélodieux. Mais jusqu'à 5000, ça marche très bien. Il est plutôt sympa cet échappement. On va faire un petit test déjà sur les pavés, voir comment ça se comporte. Ouais, ça secoue un tout petit peu, ça tremble pas mal. Mais ça va. La selle est confortable. Je vais faire un test de souplesse. Est-ce que c'est possible de régler à 30 en 6e? Non. 30 en 5e? Non. 30 en 4e? Oui. Bon, ça reste relativement souple hein, pour un petit bicylindre. Pour l'instant, je suis assez agréablement surpris par le moteur en fait, parce que bah, ils l'ont modifié suffisamment pour qu'il ait quand même un comportement un peu de custom, hein. Ça marche bien plus à bas régime que bah, sur une ER6 classique. Alors là, je suis en côte, je suis à 3500 tours en 4e, j'accélère à fond. Ouais, bah, ça reprend, hein, mais c'est sûr que c'est pas la folie, hein. C'est pas une moto très puissante, ni même très coupleuse. Je ralentis un peu pour prendre ce dodan, je suis à 30 km/h. J'ai l'impression que les suspensions sont un peu molles quand même. Bon, à l'avant c'est pas réglable, à l'arrière il y a juste une petite molette pour la précontrainte. Ouais, et à la sortie d'un dodan, l'arrière se tasse vraiment, hein. Là je suis tout seul, donc j'imagine même pas avec quelqu'un, faudrait à mon avis mettre la précharge quasiment au maximum. Et même l'avant, hein, il rebondit quand même pas mal, hein. On sent que la suspension, c'était pas là-dessus qu'ils ont mis le plus d'argent. Après, faut être honnête, hein, mis à part sur les dodanes, le reste du temps, ça reste relativement confortable. Allez, on accélère un peu. Je le redis, hein, mais monter haut dans les tours ne sert à rien, et au final le freinage n'est pas vraiment rassurant quand vous commencez à prendre beaucoup de vitesse. Là il faut vraiment que je tire énormément sur le frein avant pour que ça ralentisse un peu, et le frein arrière, bah, il ne fonctionne clairement pas assez fort pour ralentir la machine dans ce genre de situation. On n'est pas sur les gros cruisers Harley ou Indian où le frein arrière est presque le frein principal. Là on sent que c'est quand même des pièces dérivées d'un roadster, hein. En freinant fort, il y a quand même un peu de mordant, hein, mais c'est pas rassurant d'être obligé de freiner justement aussi fort pour si peu de freinage en fait, hein. De toute façon, vous en doutez bien, c'est pas une machine qui a des prétentions sportives, c'est clairement pour rouler à la cool. Et pour l'instant, c'est clairement en roulant à basse vitesse que j'apprécie le plus cette moto. La prise d'info autour de nous n'est clairement pas un problème. Allez, je réaccélère un peu fort. On ressent pas vraiment le bridage, hein. Je sais pas comment ils ont fait, mais quand je vous ai dit tout à l'heure que vers 7-8 000 je pensais que ça ralentissait un peu, bon, au final je suis même pas vraiment certain. J'ai l'impression que la moto elle est homogène, elle n'a pas vraiment de zone où la puissance est d'un seul coup limitée, quoi. Je pense que si on me l'avait donné à tester sans me préciser qu'elle était bridée, je l'aurais peut-être pas décelé, parce que de toute façon la différence de puissance n'est pas énorme, hein. On passe que de 47,5 à 61. Allez, je réaccélère un peu. Alors si vous me voyez passer mes rapports tout le temps à 5000, parce que tout simplement c'est là où je trouve qu'il y a le plus de sonorité, peut-être aussi le plus de couple. C'est là où c'est le plus agréable. Au-delà, je trouve que la machine, elle devient un peu moins fun.
Alors bien sûr, hein, le fait d'être bridé ne pose aucun problème pour les dépassements. On peut rouler bien plus vite que les autres et avoir des meilleures accélérations. On va faire un petit tour sur l'autoroute. Allez, j'accélère un bon coup. On va dépasser cette voiture. Bon, clairement sur l'autoroute, le manque de protection est vraiment gênant. Il vous faut un casque hyper bien insonorisé, voire même des boules caisses, sinon vous allez devenir sourd très rapidement. Je vais tenter un test de relance. Là je suis en 6ème à 5000 tours à 110, j'accélère à fond. 120, 130, 140, 150. Bon, au final je pense pas que la vitesse max de cette moto soit très élevée, parce que vous pouvez voir que à 130 j'étais déjà à 7000 tours, donc j'ai pas beaucoup de marge. Allez, sortons de l'autoroute. Bon, un petit souci sur cette moto que je constate dès maintenant, ça doit faire 25-30 minutes que je roule et j'ai déjà sérieusement mal au cul. Même si je vous ai dit tout à l'heure que la selle était agréable de par sa forme, parce que ça fait un dossier, quand vous accélérez on est vraiment super bien calé, ça c'est parfait. Mais au niveau du confort, la selle c'est loin d'être le top. Au bout d'une demi-heure, on commence déjà à avoir quelques points durs au niveau des fesses, ça fait plutôt mal, voire c'est, on va dire, désagréable. Le souci en fait sur les cruisers comme ça, c'est avec les jambes vers l'avant, on a tout le poids de notre corps qui est directement sur vos fesses, hein. Il n'y a pas de compensation vraiment possible avec vos jambes, et c'est là le souci. Il faut une selle exceptionnelle pour que ce soit confortable sur un cruiser. Bon, me voilà dans un bouchon, on va remonter tout ça. J'ai mis mes feux de détresse, mais il faut que je me méfie parce qu'il ne faut pas que j'oublie que j'ai des sacoches de chaque côté, moi, qui élargissent quand même pas mal la moto. Alors cette moto, bien que ce soit le modèle 2020, Kawasaki n'a clairement pas fait d'effort afin de moderniser la machine. On a toujours des clignotants à ampoule. On a toujours aussi un phare à l'avant qui est plutôt joli de par son style, mais qui est encore avec un éclairage pareil à ampoule halogène. Le seul phare LED c'est celui à l'arrière et il est extrêmement moche, il ne s'harmonise pas du tout avec le reste de la machine. On a vraiment l'impression que c'est un bout de plastique rapporté d'une autre moto, c'est vraiment dommage. Allez, un dernier petit rond-point. Et la garde au sol n'a pas l'air d'être si limitée que ça, hein. Les repose-pieds sont quand même relativement hauts. Maintenant qu'on a vu les aspects routiers de cette machine, parlons un peu des autres aspects, praticité, conso, ce genre de trucs. Donc tout d'abord au niveau pratique, si le propriétaire a pris les valises, c'est pas pour rien, c'est parce que d'origine il n'y a aucun rangement. Vous avez un espèce de petit compartiment qui ferme à clé, mais en fait c'est juste pour accéder au fusible et à la batterie. Il n'y a absolument pas de rangement en fait. La moto est utilisable au quotidien parce qu'elle a une consommation relativement faible. Donc là, si je regarde le tableau de bord, j'ai une conso de 4,4 litres en moyenne. C'est normal pour une moto de 7 cylindrées. Alors concernant les coûts d'entretien, je ne pense pas que ce soit spécialement cher, vu que, comme je vous l'ai dit, beaucoup de pièces viennent à la base de l'ER6, et l'ER6 étant une moto, on va dire, sport utilitaire, celle-ci ne doit pas avoir un entretien très différent. Donc au final, cette moto, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une Harley 750 Street? J'avais testé, il y a de ça maintenant plusieurs années, la 750 Street de chez Harley, qui est produite en Inde, une moto qui se veut low cost dans la gamme Harley-Davidson. Et à l'époque, j'avais regretté justement de ne pas avoir déjà testé cette Vulcan afin de la comparer. Maintenant c'est fait, et clairement, j'aurais tendance à préférer la Vulcan, parce que déjà elle a une meilleure réputation au niveau fiabilité. La Harley au fil des années a vu sa réputation quand même entachée par pas mal de problèmes de finition et aussi au niveau même électronique et moteur. À vous de me dire dans les commentaires si c'est véritable ou si c'est juste des rumeurs. Cette Vulcan n'a globalement pas vraiment de problème. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on sent qu'ils sont pas allés vraiment au bout de ce qu'ils auraient pu faire, quoi. Il n'y a pas de...
foudroyance esthétique, il n'y a pas non plus vraiment de pièces haut de gamme sur cette moto. C'est juste un cruiser fiable, pas trop cher et qui fait le taf. Mais la moto n'est pas spécialement valorisante par ses finitions. Quand on regarde, il y a beaucoup de pièces qui semblent être du métal qui sont en fait en plastique. Je reste agréablement surpris par ce moteur qui marche vraiment bien dans cette configuration cruiser. Moi, vous l'avez vu, je privilégie l'utilisation même en dessous des 5000 tours et le bridage ne m'a absolument jamais gêné. Ça, c'est vraiment un bon point. Donc globalement, pour moi, c'est plutôt une bonne machine, mais je reste quand même déçu par les finitions et le look global qui, sans être moche, je trouve que c'est juste trop banal en fait. Si vous avez des questions concernant cette Vulcan S bridée modèle 2020, eh bien mettez ça dans les commentaires. Si vous possédez une de ces machines, dites-nous pourquoi vous avez acheté ça, quelle option vous avez pris, quelles sont les options qui vous semblent vraiment efficaces et celles à l'inverse qui sont inutiles. Ça permettra de se faire un meilleur avis, vu que c'est une moto qui est en vente depuis longtemps, mais qui n'est pas si présente que ça sur nos routes. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement pour me prêter cette machine, c'était très sympa de sa part. Je le remercie d'autant plus que des cruisers, on m'en prête relativement peu, et encore plus rare des cruisers japonais. Merci encore d'avoir partagé ce moment avec moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux, et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous! Ce qui peut être pénalisant au niveau de l'entretien courant, c'est que c'est une transmission par chaîne. Une courroie aurait été bienvenue. Et en plus, il n'y a pas de béquille centrale.